Bonjour, bienvenue dans les TBO, émission sportive, aujourd'hui consacrée à la 18e édition de la course cyclotouriste Paris-Brest-Paris. 6090 concurrents d'une soixantaine de nationalités ont pris le départ dimanche après-midi de Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne. Ils doivent boucler cette course de 1200 km en moins de 90 heures. Nous sommes ici à la cité scolaire de Kérichen, au point de contrôle à Brest. Les premiers concurrents sont arrivés un peu avant midi ce lundi, avant de repartir aussitôt pour la capitale. On vous en parle dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité de ce lundi 17 août dans le Finistère. Pascal et Marc Elegouet sont exploitants agricoles à Locq-Brévalère. Lors de leur installation, les deux frères diversifient l'activité de la ferme familiale autour de deux ateliers porc et lait. Un choix judicieux à l'époque pour assurer l'activité économique de l'élevage. On avait un petit peu cet espoir-là en se disant que ça pourrait pas être mauvais en même temps. Et il s'avère qu'on s'est trompé. Actuellement, le lait, c'est pas brillant et le cochon, c'est absolument catastrophique. Pascal gère l'atelier porc. Avec ses 430 truies, il produit 10 000 porcs charcutiers destinés au marché du Cadran, au Plérin. Si ces derniers cochons sont partis dimanche soir, il n'a aucune visibilité sur ses prochaines ventes. Une perte financière et un casse-tête logistique pour le producteur. C'est tout d'abord de la nourriture supplémentaire à fournir. Deuxièmement, c'est un manque de place pour ceux qui viennent de naître et qu'il faudra bien aussi loger. Donc on est un petit peu dans la situation où on devrait loger une famille de 12 personnes dans une caravane. Le consommateur veut une viande calibrée, c'est-à-dire maigre, c'est-à-dire des portions pas trop grandes. À partir du moment où on vend des animaux plus tard, on les vend plus lourds, plus gras, moins bien vendus. Donc, et en plus, l'argent ne rentre pas. Le marché au Cadran permet de réguler les ventes et fixer le prix par le biais d'accords signés entre les éleveurs et les industriels. L'absence d'un tel outil de régulation mettrait inévitablement les éleveurs en concurrence. Un groupement qui pèse 3 millions de porcs charcutiers, comparativement aux deux leaders qui, eux, abattent 6 millions de porcs charcutiers par an, n'est même pas assez fort pour peser, en fait. Demain, on court le risque de vendre de gré à gré, c'est-à-dire, moi, j'ai un lot plus gros que mon voisin, je vais le vendre un petit peu plus cher. Je suis un petit peu trop loin des abattoirs, je vais vendre un petit peu moins cher. C'est-à-dire qu'on court le risque de rendre les paysans des concurrents entre eux, concurrents minuscules face à des opérateurs industriels gigantesques. Et pour éviter cela, Pascal attend du gouvernement qu'il soutienne la filière dans son intégralité, car les cochons s'entassent dans les bâtiments et comme le dit Pascal, on n'a jamais vu en Bretagne un cochon mourir de vieillesse dans une porcherie. Après 8 jours à Brest, l'Hermione, la réplique de la célèbre frégate de Lafayette, est partie ce lundi matin. Un départ comme à son arrivée, en compagnie de dizaines de bateaux et de centaines de personnes sur les quais. Un superbe navire qui n'est pas du tout passé inaperçu durant son séjour dans la cité du Ponant. S'il y a eu beaucoup de monde venu pour monter à bord et visiter ses entrailles, avec des billets quasiment tous vendus avant que l'Hermione n'accoste au port, sur les quais aussi, il y a eu en permanence du public. Un afflux massif qui a redonné le sourire aux commerçants du port de commerce. S'ils s'attendaient à une forte fréquentation, environ 70 à 80 000 personnes sur toute la semaine, certains d'entre eux estiment qu'il y a eu entre 15 000 et 20 000 personnes chaque jour. Du monde le midi, du monde le soir, du monde dans la journée, des gens ravis. Le temps a été de la partie. Je pense que s'il avait fait trop beau, les gens auraient peut-être privilégié la plage, mais bon, là effectivement ça a été un truc assez époustouflant. Et je crois que ça peut réellement devenir un lieu de rendez-vous pour ce genre de manifestation. Donc, à renouveler le plus souvent possible. Du monde, beaucoup de monde et un chiffre d'affaires en forte hausse, le constat est identique dans cet autre restaurant, quelques mètres plus loin. Ça double le chiffre d'affaires de l'entreprise pendant une semaine. C'est, par rapport aux fêtes maritimes habituelles qu'on connaît, ça a quasiment le même effet en fait. Il faut rajouter du monde, rajouter des effectifs, rajouter des compétences. Et les restaurateurs ne sont pas les seuls à avoir profité de l'effet Hermione. De ce commerce de produits locaux, on a aussi fait une grosse semaine. De quoi là aussi donner des idées. Le succès de l'Hermione est exactement celui-là, c'est-à-dire que nous avons à la fois un port qui respire, qui vit et qui intéresse les visiteurs et qui en même temps aussi est capable de présenter des pièces qui sont finalement un peu des pièces de musée quand même. L'Hermione reviendra l'année prochaine à l'occasion des fêtes maritimes de Brest 2016. Un rendez-vous qui devrait profiter une nouvelle fois aux commerçants du port de commerce de Brest. Des commerçants qui verraient surtout d'un très bon œil la venue d'un bateau comme l'Hermione chaque année et pas seulement tous les 4 ans. Il fallait savoir se faufiler ce dimanche matin à Concarneau.
Pour la grande parade de la 110e édition des Filets Bleus, il y avait près de 2500 personnes prêtes dès 10 heures pour défiler dans les rues. Enfin prêtes à quelques détails près. C'est des personnes qui portent une fois par an le costume et du coup elles ne savent pas forcément toutes se coiffer. Du coup, j'aime bien coiffer et quand il y a besoin, on met la main à la pâte. Une 110e édition des Filets Bleus que beaucoup n'ont semble-t-il pas voulu rater. Et pour certains, défiler de mère en fille, c'est comme une évidence. C'est important, c'est la tradition. C'est très bien qu'il y ait beaucoup d'enfants. Il faut beaucoup d'enfants pour prendre la suite. Et à quelques minutes du départ, pour les musiciens, c'était aussi l'heure des derniers réglages. On est le matin, il fait un peu frais, on fait monter les instruments en température, tout le monde joue ensemble. Et quelqu'un passe derrière, accorder tout ça pour qu'on soit au maximum accordé pour la prestation. Avec 700 personnes venues défiler individuellement et une quarantaine de cercles celtiques et bagadous, la parade finale de ce dimanche a pris une dimension rarement vue à Concarneau. Et sur le chemin du défilé, certains comme Philippe avaient la lourde charge d'éclairer le public sur toutes les subtilités qui différencient les groupes et les costumes. Sur toute la Bretagne, il y a environ 54 zones de costumes différentes. Donc chaque ville, chaque quartier a son costume, sa coiffe, c'est ce qui différencie les villes. Un spectacle qui a ravi le nombreux public venu assister au défilé. Sans doute près de 15 000 personnes. Touristes et locaux, tous unanimes. Ce qui me plaît, c'est la diversité, c'est la musique, la gaieté, l'ambiance qui peut se dégager. Voilà. Chez nous, dans le Calvados, on n'a pas tout ça. C'est pour ça qu'on a apprécié venir ici. Les coiffes, les costumes et puis les différentes musiques. Regarde l'enfant, regarde le petit. Durant les 5 jours de festival des Filets Bleus, les organisateurs estiment qu'il y a eu de 60 000 personnes à être venues assister au spectacle et aux animations. Des Filets Bleus qui reviendront bien évidemment l'année prochaine pour une 111e édition avec l'objectif de faire aussi bien. Et les reines de beauté devront remettre leur titre en jeu. Paimpol a résonné tout le week-end au son des chants de marins. Pour cette 12e édition du Festival du Chant de Marin, le temps n'était pas de la partie au départ, mais le public, lui, était bien présent. Les batucadas, les groupes de rue, c'est quelque chose qui nous amuse pas mal. Et après, s'arrêter dans des petites scènes au gré de nos pas, pour voir les chanteurs, les chants de marins, ou plus... Bon, c'est un mixte en fait, hein. C'est un petit peu un tout les chants de marins. Et là, je suis arrivée hier soir, donc j'ai vu hier soir, j'étais surtout sur la grande scène avec Esprit Jean, la fin de Catherine Ringer, et puis Rouge Blossom, et puis aujourd'hui beaucoup la balade sur les quais. Au programme du festival des chants de marins, bien sûr, mais aussi des musiciens comme Catherine Ringer ou d'autres venus d'un peu plus loin comme Youssou N'Dour. L'ambiance était au rendez-vous pendant tout le week-end à Paimpol. Parce que c'est la première fois que nous sommes invités et là il y a une bonne ambiance. J'espère qu'on va être réinvités parce que c'est ça vraiment... nous a beaucoup plu. Un monde sympathique, public, participants, bénévoles, tout le monde. Les voiliers venus pour le festival du Chant de Marin ont quitté le port de Paimpol ce lundi, signant la fin de cette 12e édition. Et nous sommes à la cité scolaire de Kérichen à Brest, point de contrôle de la course cyclotouriste Paris-Brest-Paris en compagnie de Maurice Jaffrenou. Bonjour. Exact, bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs de ce relais ici à Brest. Ça, oui. Donc c'est là que font étape les quelques 6000 coureurs qui ont pris le départ de Paris dimanche. Comment ça se déroule exactement, un point de contrôle? Alors là, il y a 6000 au départ, mais ils vont peut-être pas arriver tous en état ici. Ici, on compte à peu près sur 5500, parce qu'il y a peut-être 500 abandons avant d'arriver à Brest. Comment ça se passe? Eh bien, disons on commence par garer les vélos. Ensuite, ils passent au contrôle. Donc, ils ont une puce sur la cheville. Ils passent sur des tapis qui permettent de voir un petit peu s'ils sont passés ou pas. Et on peut les suivre sur Internet, à partir du moment où on connaît leur nom ou leur numéro de plaque. Donc, on les suit sur Internet, on sait exactement à quelle heure ils sont passés.
Alors certains arrivent, repartent aussitôt, d'autres restent, prennent un peu le temps. Qu'est-ce que vous leur proposez ici? Alors ici, donc pour ceux qui prennent leur temps, on leur propose bien sûr à manger. Donc on a un self bar et puis sandwich, restauration rapide. Et on a également des dortoirs. Donc ils dorment 3-4 heures en général. Hein. Donc ils tournent, on a 200 lits disponibles. Et on a des douches évidemment, douches, toilettes. Et on a également un vélociste donc, qui se charge de la réparation des petits ennuis sur les vélos. Cette course a lieu tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Quel est l'esprit de cette course qu'on appelle randonnée aujourd'hui? C'est une randonnée. C'était une course au départ. Hein. C'est une course qui date quand même. Ça commence à dater. C'est de 1891 quand même. Donc c'est pas tout jeune. Et ensuite, ça s'est transformé en randonnée, plutôt qu'être course et randonnée. Bon, certains se la prennent encore comme course, mais bon, la plupart du temps, c'est randonnée. Donc, c'est un challenge, hein. On se lance un défi. Faire Paris-Brest-Paris, bon, bah, on y va quand on roule un petit peu. Comment ça se passe? On peut le boucler en combien de temps, le Paris-Brest-Paris? C'est à peu près quoi Alors, ça dépend comment on roule. Alors, si on roule un peu rapidement, je dirais, un peu comme des fous, ils font en 45 heures. Ceux qui sont repartis à midi, là, ils vont faire en 45 heures. Autrement, le temps limite, c'est 90 heures. Donc, au-delà de 90 heures, on n'a pas son brevet, on n'a pas sa médaille, parce que tout le monde a la même médaille, ça c'est certain. Et bon, temps raisonnable, disons dans les 70 heures, 80, bon, c'est pas mal qu'on a le temps de voir venir. Donc certains se surpassent, mais il faut bien le rappeler, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner, c'est gloire personnelle. C'est un défi qu'on se lance. Hein. Et c'est pour ça que beaucoup le refont, parce qu'ils ont eu tellement de plaisir à l'arrivée à Paris. Même déjà pour les Brestois, l'arrivée à Brest, c'est exceptionnel. Mais après, l'arrivée à Paris, on a des frissons. Quoi. Et du coup, on a envie de le refaire. Le premier concurrent à être arrivé à Brest, donc avoir bouclé l'allée de ce Paris-Brest-Paris, a passé le point de contrôle à 11h37, il me semble. Voilà, c'est ça, oui. C'est un Allemand. Alors ensuite est arrivé un groupe d'une 30aine de coureurs. Voilà, c'est ça, oui. Parmi ses concurrents, 2 Finistériens. Ah oui. C'est une fierté. Oui, bien sûr. Oui. Mais en général, ils sont toujours dans le paquet. Dans le paquet de tête, là, c'est Mich Magan qu'on connaît bien, et puis Yannick Rabot, là, qui roule très très bien. Eh bien, merci Maurice Jaffredou. Et puis justement, nous avons rencontré Yannick Rabot lors de son arrivée. Comment ça s'est passé physiquement pour vous? Vous avez fait des pauses? Des pauses, non. c'est 3 minutes à chaque contrôle et ça repart. Avec la nourriture dans les poches et tout. Non, c'est pour ça, c'est dur. Et la famille pour vous accueillir à Brest? Oui, les enfants, ma femme, et puis quelques amis. Ça redonne du courage, là? Ouais, puis il fait beau ici, donc il y a du soleil. On craignait la pluie, mais il y a du soleil, c'est bien. Eh ben, bonne continuation. Merci bien. Bon, on y va? Allez, c'est parti. C'est la fin de cette émission à Brest. Sachez que les coureurs du Paris-Brest-Paris sont sur les routes jusqu'à jeudi. Soyez prudents donc. Et nous, on se retrouve demain. Ciao.